Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Nous reprenons notre discussion sur le thème de l'amour et de la famille en islam avec une nouvelle question. Où est-ce qu'on en était resté? Est-ce qu'on peut aimer sans se lasser? Alors, est-ce qu'on peut aimer sans se lasser? Finalement, on ne s'est pas lassé de cette question parce que ça fait plusieurs fois qu'on traite de la même question. Mais je vois que c'est un sujet... On veut savoir, hein, attends, parce que tu nous as parlé de la rose la dernière fois, il fallait l'arroser, à quelle fréquence, voilà. C'est la suite. Et aussi, comme tu disais, par rapport à la société dans laquelle on vit, à chaque nouvelle expérience, en fait, nous donne des nouvelles sensations et Oui. on est très vite lassé par la stabilité, en fait. Donc, Dans le quotidien. Oui, oui. Très bien. Alors, je renforcerai ce point en disant que l'amour a ses saisons exactement comme la nature a ses saisons. Rappelez-moi les saisons de la nature. Donc, il y a l'hiver. il y a printemps, Printemps, été, pour commencer. automne, Printemps, hiver. été, automne, hiver. Il y a les soldes, Voilà. les soldes de janvier, Voilà. les soldes de... Non? C'est ça. Mais en matière d'amour, le printemps de l'amour, c'est au moment du commencement. Et là, c'est la poussée des sentiments, etc., etc. Et là, c'est plutôt une saison agréable. Et c'est sur cette saison-là que portent la plupart des films dans le cinéma ou les romans, etc. Après la phase de l'été vient Il y a l'automne. l'automne. L'automne, on commence déjà à perdre ses feuilles. L'amour devient un peu plus tiède, un peu plus timide, un peu plus discret. Et c'est une étape où l'amour se fait plus doux, moins intense, plus doux. Voilà. Et ensuite, troisième saison. L'hiver. L'hiver, c'est la pire des saisons pour l'amour, parce que la plupart des gens ne savent pas vivre déjà en hiver. Beaucoup dépriment par rapport à l'hiver, de manière générale. Mais en plus, quand on atteint la saison de l'hiver de l'amour, beaucoup ne savent pas faire face à cette situation. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendraient, ils rêvent du printemps. Ils exigent de leur femme qu'elle se comporte comme si ils étaient au printemps, alors qu'ils sont en hiver. Et en hiver, même si les désirs ne sont pas intenses, même si l'amour n'est pas fort, etc., c'est précisément une saison dans laquelle on peut faire d'autres choses que de rester collés l'un à l'autre. C'est-à-dire, c'est une saison où je peux méditer, je peux interagir beaucoup plus avec les deux familles, la mienne, la sienne, où je peux m'impliquer beaucoup plus pour les plus jeunes dans ma famille, pour les plus vieux également dans ma famille. Je peux réfléchir, lire, méditer, prier, voyager. Donc un certain nombre d'activités qui sont tout à fait adaptées à cette saison de l'hiver de l'amour. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est la variation qui permet de tenir le cap dans le couple. Alors C'est la gestion de cette Oui. variation. Oui, c'est la saisonnalité des états dans le couple qui doit être bien maîtrisée. Exactement de la même manière que un paysan qui exigerait qu'une orange donne ou qu'un oranger donne ses fruits en plein hiver, c'est de la folie. Il a mal compris les lois de... Les oranges, c'est en hiver. C'est en hiver, pardon? Ouais. Ah, je me suis trompé d'arbre. Quel arbre? Faut pas aller au supermarché, c'est pour ça. Bien vu. Quel arbre donne ses fruits en été? On a les figuiers. Les cerises, il y a les cerises. Les cerises, voilà. Cherchez absolument les cerises en hiver. En hiver. C'est possible qu'à condition d'aller se fournir en Chine ou dans d'autres pays. Et là, on rentre au cœur de la mondialisation et de la grosse industrie. En matière d'amour, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on ne sait pas faire avec la saisonnalité de l'amour, on ne sait pas faire avec le respect de l'ordre, des lois de l'amour, des lois du couple, des lois de la famille, on est obligé de faire appel à l'industrie de l'amour. Et là, on va rentrer dans l'industrie cinématographique, dans les pesticides de l'amour, dans un certain nombre de gestes qu'on peut faire et qui vont précisément détruire le couple sur la durée. Tu parles de cinéma souvent en tant que modèle des relations amoureuses. Et justement, tu parlais des films qui mettaient l'accent sur le coup de foudre ou sur le début. Et en fait, on n'a pas de film sur cette période hivernale en fait du couple. Et est-ce qu'on devrait peut-être s'éduquer ou apprendre un peu plus sur ces périodes-là? Oui, c'est très juste. En matière de films, tu peux remarquer une chose. Tous les films, quand ils parlent de la famille, ils parlent du couple.
Aujourd'hui, on ne sait plus parler de la famille au sens large. On parle d'un couple, un homme ou une femme ou autre, avec éventuellement des enfants. Mais les grands-parents, on ne sait plus, ils ont disparu de l'écosystème. Les cousins, les neveux, les tantes, les oncles ont totalement disparu de l'écosystème. Exactement comme dans l'écosystème naturel, à force de production industrielle, pesticides et compagnie, on a fait disparaître les abeilles et un certain nombre d'espèces qui ne peuvent plus vivre dans ces conditions-là. Les films ne portent plus sur comment une famille élargie avec 3-4 générations, proches les uns des autres, dépendants les uns des autres, qui s'entraident, qui a aussi sa part de conflit, parce que tout n'est pas rose dans une famille, qui a sa part de conflit, mais qui arrive à dépasser ces conflits-là, qui a sa part qui traverse l'hiver de l'amour à l'intérieur du couple, mais qui rejoint ensuite le printemps, et ainsi de suite. Un film qui rend compte de cette grande aventure humaine et de cette élévation spirituelle à l'intérieur de son couple et de sa famille. On ne voit pas de films aujourd'hui qui mettent en valeur cet héroïsme à l'intérieur du couple et de la famille dite normale. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une petite maison dans la prairie, mais dans notre époque, quoi. C'est ça. Alors, il y a plein de choses qui changeraient, parce que c'est pas seulement une petite maison dans la prairie, parce qu'il faut retrouver l'écosystème humain. Il faut retrouver les vieux d'un côté, les plus petits de l'autre, les hommes et les femmes, et que tout ça fasse communauté, constitue une maison commune. Un foyer qui soit source de joie, de fête, de moments partagés, de repas partagés, de fraternité, d'entraide, d'arbitrage quand il y a des conflits. Il y a un conflit avec ta femme, qui tu vas voir? Le psy. Pourquoi on va voir le psy? Parce qu'on n'a plus personne dans la famille, ou dans la famille au sens très large, même lointain, sur qui s'appuyer. On n'a plus de sage sur lequel on puisse s'appuyer. Donc, en effet, le cinéma a beaucoup de travail à faire pour renouveler l'image de la famille et sortir d'un modèle idéalisé du couple qui est le couple déviant. Le couple qui se sépare, qui retente sa chance comme au loto. Je me suis mis avec elle, finalement ça s'est mal passé, hop, je passe à une autre, et j'enchaîne. Et finalement, toute l'histoire d'amour est cette histoire qui se joue au casino, où on tente et on retente, et on essaye l'autre comme si on essayait un sac à main ou une chemise qu'on jetait aussitôt. Donc il faut dépasser cette image de l'amour, et le cinéma, la culture, les romans sont beaucoup responsables de nos comportements actuels, parce que avant d'agir comme on le fait aujourd'hui, on a avalé beaucoup d'images de l'amour à travers les romans, la littérature, la poésie, les chants, la musique, les films, etc. Mais est-ce qu'on ne se pose pas trop de questions, justement? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se laisser aller, laisser parler un peu le feeling, tu vois, ou laisser parler un peu le... Alors, on croit que quand on parle d'amour, c'est une histoire c'est quelque chose de très spontané. Il faut laisser exprimer les émotions qu'on peut avoir, les intuitions. Tu choisis ta femme non pas en fonction d'une réflexion rationnelle, etc. Tu la choisis parce que tu te sens, ou tu la sens. Voilà, on dirait comme ça. Quelque chose qui s'est passé, je la il y a sens. un feeling, il y a une accroche. Voilà. Donc, on est à une époque où, dans le discours en tout cas, on croit beaucoup dans le spontané, dans l'intuitif. Ce qui est très drôle, c'est que cet intuitif-là est largement fabriqué, formaté par l'industrie de l'imaginaire, le cinéma, les romans, la littérature, etc., qui forment la sensibilité, qui forment jusqu'à nos sentiments les plus intimes. J'aime et je n'aime plus en fonction de tout ce que j'ai appris comme idéal de l'amour. Je vais donner un exemple. Dans Bovary, Flaubert, dans une de ses nouvelles, dans un de ses romans, raconte l'histoire d'Emma Bovary. Emma Bovary, elle est mariée, et un peu avant d'être mariée, pendant toute son enfance et son adolescence, elle passait son temps à lire des romans d'amour à l'eau de rose, etc. Ces romans-là, on aurait pu dire c'est une vie parallèle, mais ce qu'on voit à l'œil nu quand on la regarde, c'est une femme tout à fait honorable qui fait sa vie et qui va jusqu'à se marier et ensuite faire sa vie en tant que femme mariée. Jusque-là, tout a l'air normal. Mais à un moment donné de sa vie de femme mariée, elle est totalement déçue de son mari. Pourtant, il n'y a eu aucun événement, il n'y a eu aucun incident, il n'y a eu aucune trahison, il n'y a eu aucun fait majeur.
Le fait majeur qui s'est produit dans son cœur et dans sa tête. Son cœur et sa tête ont été formatés des années durant en s'exposant à un certain nombre d'histoires romantiques qui lui ont fait croire que l'amour était quelque chose d'intense, qu'il fallait varier les plaisirs, qu'il fallait trouver la flamme, qu'il fallait trouver le petit truc, etc. Et donc, quand elle va se mettre en couple, quand elle va être mariée, alors que tout va bien, alors que son mari est beau, que sa maison est grande, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer, alors que tout va bien, elle a le sentiment intime et terrible que tout va mal. Parce qu'en fait, l'image de l'amour qu'elle a avalée à travers la littérature ne colle pas du tout avec l'image réelle, la réalité, de ce qu'elle vit dans son couple. Et la rencontre, le choc de ces deux images, entre une image et la réalité de ce qu'elle vit, est le cœur même et la source même de la frustration moderne. C'est la source même de toutes les ruptures des couples modernes. Parce qu'on a intériorisé un idéal de qu'est-ce qu'être heureux en amour, qu'est-ce que réussir sa vie, qu'est-ce qu'une femme bien pour moi, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'un homme bien pour moi, comment est-ce qu'il doit être. Tous ces idéaux avalés à travers des choses en apparence innocentes, la culture. La culture, c'est pas de la politique. Et pourtant, la culture dit beaucoup de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui doit être valorisé, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui doit être sacrifié. Quand on sacrifie la famille, quand on sacrifie le couple pour son désir de réalisation personnelle, les chemins, le destin, ou plutôt le futur de cette personne-là est très clair. On sait qu'elle ne tiendra jamais en couple. Elle tiendra jamais dans un groupe, même d'amis, dans lequel elle sera amenée à interagir, à subir des contraintes, des aléas, etc. Voilà. À partir du moment, le crime ou le péché originel, c'est les valeurs qu'on a choisies au départ. Et ces valeurs, on les a tous choisies, alors volontairement ou pas. On les a choisies parce qu'on a avalé des textes, des images, des fictions dont on ne mesurait pas forcément les impacts dans notre vie réelle, dans notre façon de sentir, dans nos intuitions, dans notre façon de comprendre la réalité, dans notre façon de désirer. Donc, on peut croire qu'il n'y a pas besoin de se poser toutes ces questions. Mais même lorsqu'on ne se pose aucune question, on est déjà formaté par une certaine façon de sentir, de voir, par des attentes. Si je reviens à Emma Bovary, tout allait bien. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que son mari se comporte comme dans les romans qu'elle a lus. Voilà. Et sur ce, on va faire une pause et je reviendrai pour la suite des questions. Merci à vous. Bienvenue à vous. Donc, on reprend la discussion là où on s'était arrêté. La question était un peu provocatrice d'ailleurs et disait en substance pourquoi est-ce qu'on se prend la tête finalement avec tout ce discours sur l'amour et sur la famille? Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre très simplement dans la mesure où on ne fait pas de mal? Pourquoi se prendre autant la tête? Et l'essentiel est dans le cœur. Mon propos consistait à dire que précisément le cœur n'est pas quelque chose d'aussi spontané qu'on pourrait le croire. Le cœur est une éponge et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le cœur est une éponge qui absorbe tout ce qui se passe dans la société à une époque donnée. Donc il absorbe toutes les folies d'une époque rentrent dans le cœur. Tous les discours qu'on entend à la télé, qu'on entend dans un film, qu'on entend à travers une musique, etc., pénètrent dans le cœur. Tout l'enjeu, c'est la sélection, le tri dans tout ça. Comment faire le tri? Comment rejeter, exclure ce qui a été des déchets, des pesticides, des petites bêtises, des erreurs de raisonnement, des erreurs de vision, des excès, et ainsi de suite, des injustices parfois aussi. Et comment ne garder que ce qui a de la valeur? Ce travail-là n'est pas donné, n'est pas spontané. Tant que l'homme ou la femme ne pose pas des actes pour faire le tri dans ce qu'il peut avoir dans le cœur, alors son cœur est plein d'un certain nombre de choses, de préjugés, de stéréotypes, d'images de l'amour et de la famille, qui ne sont pas forcément bonnes et saines. Beaucoup d'images rendent malheureux aujourd'hui. Si on a autant de divorces comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est parce qu'on a avalé un certain nombre d'images de l'amour qui rendent malheureux, qui font que on va chercher la sortie du couple là où il fallait simplement apprendre à patienter, apprendre à accepter une part de frustration, une part de silence, une part de distance à l'intérieur même de son couple. Parce qu'on croyait qu'on allait pouvoir tout demander à son couple. On croyait que l'amour et que le couple était une forme de divinité, une forme de Dieu à qui on pourrait tout demander. Rends-moi heureux, rends-moi en paix, rends-moi... voilà.
on attend tellement de choses de cette divinité-là qu'on n'accepte pas la moindre défaillance amoureuse. Tu me posais une question tout à l'heure qui était la vision que tu présentes là est très exigeante et finalement à quelle fréquence je vais arroser ma rose. Ça demande beaucoup de motivation et d'effort de sa part. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous donne ce conseil qui n'a rien à voir avec le sujet. Lisez le Coran et pleurez. Si vous n'arrivez pas à pleurer, alors efforcez-vous de pleurer. Si je te disais, efforce-toi de pleurer, tu pourrais me répondre, c'est de l'hypocrisie, moi je lis le Coran, soit j'ai le truc dans le cœur, soit je l'ai pas. Or, si je l'ai pas, j'ai pas à me forcer à. Bon. Oui, c'est logique, c'est des raisonnements totalement logiques et qui sont totalement en phase avec ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Bizarrement, ce que nous invite à faire le prophète, c'est exactement l'inverse de l'esprit du temps aujourd'hui. C'est même quand tu n'es pas sensible au Coran, même quand il y a un voile, il y a une distance qui s'est créée entre toi et le Coran, oblige-toi, fais l'effort, fais semblant. Peut-être qu'à force de faire semblant, tu y arriveras à le faire, à pleurer de manière authentique et honnête. Parce que c'est en faisant l'effort en s'obligeant à, en sortant de sa zone de confort, en sortant de sa limite, qu'on finit par développer une qualité qu'on n'avait pas. Et en l'occurrence, en matière d'amour, quand le sentiment n'est pas là, quand l'envie n'est pas là, quand on commence à banaliser, à s'accommoder de la routine, à ne trouver plus aucun plaisir, à être ensemble, etc., c'est là que, exactement comme dans une course, il y a le premier souffle et il y a le deuxième souffle. En matière de vie de couple, il y a le deuxième souffle, il y a aussi le 153e souffle, et ainsi de suite, parce que les années passent et la vie est longue, quand Dieu nous donne le temps de vivre. Donc, le second souffle, c'est un esprit qui doit se renouveler très régulièrement. C'est pas seulement une fois ou deux, c'est très régulièrement. On doit retrouver le second souffle, s'efforcer d'aimer, s'efforcer de donner, s'efforcer d'être là au service de l'autre, d'être pour l'autre sa maison, sa source de repos, de paix, etc. Un intellectuel, Franz Kéré, a écrit un bouquin, L'amour, le couple. Très bon bouquin que j'ai lu et qui dit cette idée forte et qui rejoint ce que j'ai dit précédemment. Les couples qui marchent, ce sont ceux qui font marcher. Les couples qui marchent, c'est ceux qui s'obligent à marcher. Voilà. Nous, on croit que, voilà, je l'aime, elle m'aime, je suis libre, elle est libre, j'appuie sur le bouton, on a le paradis sur terre. Si ça marche pas, c'est que l'un des deux a triché. Non. On peut être totalement honnête, on peut s'être choisi mutuellement par amour et par liberté, mais à un moment donné, la machine ne marche pas automatiquement. Et on n'est pas dans l'obsolescence programmée, principe qu'on retrouve dans la consommation. Chaque objet, chaque technique, un téléphone que j'achète aujourd'hui, dans quelques mois ou 2 ans, il sera totalement hors d'état de fonctionner. Et donc, la société de consommation m'oblige à racheter un nouveau téléphone pour avoir enfin la possibilité de continuer à le faire marcher. Ici, pour faire marcher, on ne peut pas constamment changer de couple, le jeter à la poubelle à partir du moment où ça ne marche plus. Donc, à un moment donné, il n'y a qu'une seule chose qui puisse faire marcher un couple, c'est que toi, tu le fasses marcher. C'est que toi, elle et toi, vous fassiez cet effort-là. Donc, à quelle fréquence arroser? Il faut arroser tout le temps. Il y a des hommes, et il y a des femmes sur cette terre qui ont passé de leur âge de 14 ans, de 15 ans ou de 20 ans jusqu'à leurs 90 ans à donner, à cultiver, à donner autour d'eux le sourire, la joie, la paix, à conseiller, à aider, etc. Voilà. Ils ont donné 60 ans de vie à ce travail de don. Donc, il ne faut pas croire qu'on arrose une fois, une cadence qu'on pourrait choisir, et en plus sans engagement, parce que j'arrose, mais je peux m'arrêter à n'importe quel moment, mais si on fait ça, on laisse mourir non seulement la rose, mais le jardin, l'écosystème. Et du coup, je reviens sur la rose et une métaphore du Petit Prince à ce sujet. Il peut arriver à tout homme ou à toute femme finalement d'avoir des doutes ou du désintérêt vis-à-vis de sa femme ou de son mari. Et d'autant plus, ce sentiment arrive quand on est exposé à d'autres femmes, d'autres hommes, et Internet, comme je le disais au tout début de ces émissions,
n'aide pas, ou en tout cas encourage la comparaison avec tout ce qui bouge autour de soi. Donc le Petit Prince raconte cette intuition qui lui a traversé l'esprit. Il passait par là et puis il croise un certain nombre de roses. C'est plus la rose avec laquelle il a passé beaucoup de temps. Il a voyagé d'une planète à l'autre et là il va tomber sur un jardin où il y a plein de roses qu'il ne connaissait pas et avec lesquelles il va entamer une discussion. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il stupéfait. « Nous sommes des roses, dirent les roses. »« Ah » fit le Petit Prince. Et il se sentit malheureux. Malheureux parce qu'en fait, quand il a fait connaissance avec sa rose, il croyait qu'elle était unique dans la planète. Il pensait que personne, il n'y avait aucune autre rose dans la planète. Or là, il voit tout un jardin avec plein de roses qui se ressemblent toutes. Donc il se dit, je me suis fait arnaquer. Ma rose qui a joué la belle là, finalement, elle vaut pas mieux que toutes celles que je vois là devant moi. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. En plus, la première fleur s'était vantée d'être unique au monde. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier, moi aussi, elle se laisserait mourir. Puis il se dit encore, je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une fleur ordinaire. Donc là, il y a un choc. Il était tombé amoureux d'une rose, et là, il tombe dans un jardin où il n'y a que ça, des roses qui se ressemblent toutes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Et là, il va nous dire c'est quoi la différence. Mais en vérité, ce qui fait qu'une rose, ou qu'une femme, ou qu'un homme est unique, c'est le fait de l'apprivoiser, de créer des liens, d'avoir besoin l'un de l'autre, de lui avoir donné beaucoup de son temps, d'avoir pris soin d'elle, de vouloir son bien et de la protéger. C'est ça qui fait toute la différence entre la rose vis-à-vis de laquelle on est engagé et n'importe quelle autre rose. Et là, je cite, « Le petit prince s'en fut revoir les roses avec en tête une nouvelle sagesse. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Mourir pour une rose, ça veut dire je tiens tellement à elle que je peux donner ma vie. Mais là, c'est des roses qu'il vient de croiser. Il n'y a aucune bonne raison, aucune bonne motivation de donner sa vie ou de la sacrifier pour elle. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Et là, on revient à la question de l'arrosage. À force d'arroser ta rose, elle prend de la valeur dans ton cœur. À force de donner autour de toi, de donner à ta femme, de donner à tes parents, de donner à tes frères et sœurs, de donner à tes amis, etc., les gens autour de toi, cet environnement-là, prend de la valeur en toi. Si tu ne donnes rien, oui, ils sont tous interchangeables. Je change d'amis, je change de famille, je change de femme. Mais à partir du moment où tu as donné beaucoup de toi, de tes idées, de tes conseils, de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tes services, etc., tu ne peux plus changer toutes les 5 minutes, soit de femme, soit de famille, soit de fréquentation, soit d'amis, etc. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, donc il a pris soin d'elle, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, donc il a protégé, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Donc c'est tout ce temps, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, cette rose un peu orgueilleuse, c'est tout ce temps passé avec elle, c'est tout ce qu'il lui a donné qui fait qu'elle reste unique malgré toutes les nouvelles roses qu'il a pu croiser. Voilà à la question, est-ce qu'on peut aimer sans se lasser? Oui, à condition de donner, de redonner, de redonner, de donner et de donner encore. Et quand on est en panne de dons, de s'efforcer de redonner jusqu'à ce qu'on arrive à dépasser la panne. Et ça, c'est le secret tout bête d'un couple qui marche, c'est un couple où l'un et l'autre font marcher le couple, précisément, comme j'ai pu le mentionner en citant un auteur tout à l'heure. Et je m'arrêterai ici pour cette session, et nous vous retrouverons pour une prochaine discussion très bientôt. Assalamu alaikum.